Pour poursuivre notre exploration intellectuelle, et particulièrement cette idée vitale de se créer un espace pour examiner toutes ces options, je propose qu'on parte d'une image assez saisissante. Ah, une image tirée d'un film, si je ne me trompe pas. Exactement, d'un vieux classique du cinéma. Prenons cette scène vers la fin de Mary Poppins. Oh oui, avec Monsieur Banks. Ouais, Monsieur Banks, le père de famille, tu vois, le banquier londonien, ultra rigide, obsédé par l'efficacité, eh bien, il vient tout juste de se faire renvoyer. Il a été publiquement humilié, ses supérieurs ont littéralement détruit son parapluie et il est jeté à la rue. C'est la descente aux enfers totale pour lui, quoi. C'est clair. En toute logique, le gars devrait être complètement effondré. Sa vie entière, qui était basée sur des règles strictes, vient de s'écrouler. Mais quand il rentre chez lui, il se passe un truc fascinant. Et il se met à chanter. D'un point de vue extérieur, c'est absurde. Mais en réalité, d'un point de vue purement neurologique, il est en train de faire la chose la plus stratégique possible pour sa propre survie. En fait, ce moment illustre un basculement cognitif fondamental. Monsieur Banks vient de perdre tout ce qui définissait son statut social, tout l'univers artificiel, de ce qu'il considérait comme du travail sérieux. Ouais, la pression retombe d'un coup. Exactement. Et en s'asseyant par terre pour réparer ce cerf-volant, il ne cherche pas du tout à résoudre son problème de chômage. Il n'y a pas d'objectif de performance. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas d'objectif qu'il se libère soudainement de la tyrannie de l'insignifiant. C'est un vrai mécanisme de réinitialisation, en fait. C'est ça. Ce n'est pas une simple distraction. Pour discerner ce qui est réellement essentiel dans une situation de crise, l'esprit a besoin de sortir de cet état d'urgence perpétuelle. Et ça nous amène en plein cœur de notre réflexion pour cette étape de notre parcours. Cette libération par le jeu, ce retour à l'enfant intérieur, c'est pas juste, je sais pas, de la magie de conte de fées ou un concept romantique. Ah non, pas du tout. C'est l'un des outils les plus puissants pour naviguer dans le monde réel, pour séparer le signal du bruit. Et il faut être hyper précis sur ce qu'on entend par là. On ne parle pas de la gamification d'une tâche pour la rendre moins ennuyeuse, hein. Non, ni d'une petite récompense qu'on s'octroie après avoir bien travaillé. Voilà. On parle de l'acte de faire quelque chose purement pour la joie de le faire. Une activité qui est intrinsèquement motivée, sans attente de résultat, sans aucun livrable à produire à la fin, quoi. Et cette distinction, elle est cruciale, parce que la société moderne a complètement perverti cette notion. Si l'on observe l'histoire, la conception même de ce qui constitue une activité intellectuelle valable a été totalement inversée. C'est vrai. Et l'ironie commence dès le mot « école », non ? Oui, c'est fou. Étymologiquement, ça vient du grec cholais qui signifiait à l'origine loisir. Loisir. Donc rien à voir avec le travail acharné. Rien à voir. Dans la philosophie antique, le loisir, ce n'était pas synonyme de paresse ou d'inactivité. C'était le temps libéré des nécessités absolues de la survie physique. Un temps protégé, quoi. Exactement. Un temps délibérément protégé et dédié à la réflexion, à l'exploration libre, bref, au jeu intellectuel. C'est vraiment dans cet espace de jeu que naissaient la philosophie et la science. Alors qu'aujourd'hui, l'école est devenue tout le contraire d'un espace d'exploration libre. C'est devenu une sorte d'usine à préparer des examens standardisés. Ouais, le modèle a bien changé. Je repense à Ken Robinson. Quand il analysait la créativité, il utilisait cette métaphore brillante de l'éducation fast-food. Ah oui, l'éducation fast-food, c'est tellement parlant. L'industrie du fast-food repose sur la prévisibilité totale, la standardisation, l'efficacité maximale. La qualité nutritionnelle, on s'en fiche un peu, l'important c'est que le produit soit identique partout et servi vite. Et c'est exactement la même logique qu'on a appliquée à l'esprit humain. C'est ça. On ingurgite des données pour recracher des réponses standardisées. Et ça étouffe méthodiquement l'imagination et cet instinct ludique dont on parle. Et le pire, c'est que cette standardisation de l'esprit s'est ensuite propagée et vraiment durcie dans le monde de l'entreprise. Ah bah oui, héritage direct de la révolution industrielle, ça. Totalement. Au XIXe siècle, l'objectif absolu, c'était d'optimiser les chaînes de montage. Le travailleur était considéré comme un simple rouage physique qui devait opérer avec une régularité mécanique. Donc dans une usine, le jeu, c'est l'ennemi juré de la cadence. C'est l'ennemi public numéro 1. Il introduit de l'aléatoire, de la distraction, de la variation. Il fallait donc éradiquer toute forme d'exploration pour maximiser la rentabilité de masse. C'est fou quand on y pense. Et le vocabulaire qui a émergé de cette époque survit étonnamment bien aujourd'hui. Il est même profondément martial. C'est vrai, l'entreprise est souvent vue comme un champ de bataille. Grave. On parle d'être en première ligne, de gagner des parts de marché, d'éliminer la concurrence, d'atteindre des cibles. C'est un lexique très agressif, très militaire.
Ce lexique conditionne complètement la manière dont on perçoit notre présence au bureau. C'est drôle, on a physiquement construit nos open space modernes sur le modèle des usines de l'ère industrielle, en alignant les bureaux comme des postes de montage. Même quand la nature du travail a drastiquement changé. Aujourd'hui, on demande de l'innovation, de la stratégie, mais on chronomètre la présence. Ouais, on surveille l'activité apparente. Ce qui m'amène à une vraie question. Pourquoi on se sent toujours aussi coupable de prendre 10 minutes pour gribouiller sur un carnet ou jouer à un jeu en plein milieu de la journée de travail? Parce que ça crée une dissonance cognitive majeure. Le système punit ce qui ressemble à de l'oisiveté et récompense l'apparence de l'effort continu. Il faut avoir l'air débordé, quoi. C'est ça, courir dans les couloirs avec un dossier sous le bras, envoyer des emails à minuit, tout cela est devenu une forme de prestige social, une pseudo-preuve de valeur. Alors qu'à l'inverse, l'individu qui prend le temps de regarder par la fenêtre ou de manipuler un objet sur son bureau est immédiatement suspecté de paresse. Et la tragédie de ce modèle, c'est qu'il ignore que cette soi-disant oisiveté est en fait le terreau neurologique indispensable à la vraie performance intellectuelle. On confond systématiquement l'agitation frénétique avec la création de valeur. C'est tellement vrai. Mais pour déconstruire cette culpabilité tenace, je pense qu'il faut sortir des théories de management et regarder ce que dit la science. La biologie, plus particulièrement. Oui, la biologie évolutive a beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus. Si le jeu était juste une perte de temps inutile, l'évolution l'aurait éliminé depuis bien longtemps. C'est une activité qui consomme énormément de calories et qui peut même exposer les animaux à des prédateurs. Et pourtant, c'est l'inverse qu'on observe dans la nature. Exactement. Je veux partager cette étude fascinante du chercheur Bob Fragan qui a passé 15 ans, 15 ans, à observer le comportement des grizzlies dans la nature sauvage. Il a mesuré méticuleusement le temps que les ours passaient à jouer. Et ces conclusions sont géniales parce qu'elles renversent complètement l'idée que la survie appartient uniquement aux plus forts ou aux plus féroces. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a découvert au juste? En fait, les ours qui passaient le plus de temps à jouer, à se rouler par terre, à simuler des bagarres ou à se poursuivre sans aucun but agressif, étaient très précisément ceux qui survivaient le plus longtemps. C'est dingue ça! Et comment on l'explique? La mécanique derrière est révélatrice. Quand de jeunes grizzlies jouent à se battre, ils se mettent volontairement dans des positions de faiblesse. Ils exposent leur ventre, ils créent des handicaps artificiels. En gros, ils apprennent à leur système nerveux comment réagir face à l'inattendu. D'accord, donc ils s'entraînent à se rétablir après une perte d'équilibre. Le jeu, c'est une sorte de simulateur de chaos. Exactement. Le monde sauvage n'est pas prévisible. C'est pas un endroit où il suffit de suivre un plan strict. C'est constamment changeant, rempli d'ambiguïté. Et dépenser de l'énergie à jouer prépare l'animal à s'adapter instantanément. Et ça ne s'arrête évidemment pas aux ours. Stuart Brown, du National Institute for Play, a poussé cette analyse sur l'être humain. Il a étudié plus de 6000 profils, allant d'innovateurs brillants à des individus en échec social sévère. Oui, et ces recherches démontrent que le jeu n'est pas qu'une préparation physique. C'est en fait le plus grand architecte de notre neuroplasticité. La capacité du cerveau à se reconfigurer, c'est ça? C'est ça, à créer de nouvelles connexions synaptiques en réponse à de nouvelles expériences. Et rien, absolument rien, n'allume le cerveau comme le jeu. De multiples zones s'illuminent simultanément. On explore des scénarios sans le risque de conséquences désastreuses. C'est le fondement de l'adaptabilité humaine. Mais bon, je vais jouer l'avocat du diable un instant. Vas-y, je t'écoute. C'est fascinant pour la survie des ours dans la forêt. Mais comment cela se traduit-il concrètement pour un adulte qui gère des dossiers complexes ou des urgences logistiques au bureau? En quoi plier des origamis va l'aider à traiter ces urgences? C'est une question légitime. Mais la réponse se trouve dans la nature même du monde moderne. Notre environnement économique et technologique d'aujourd'hui, c'est le parfait équivalent d'une forêt sauvage, remplie d'ambiguïté et de dangers imprévisibles. Tout évolue à une vitesse vertigineuse, c'est clair. Voilà, les règles changent sans préavis. Face à cette incertitude, une approche rigide et purement logique, c'est fatal. Si l'on a seulement appris à exécuter un processus standardisé, le jour où ce processus devient obsolète, on s'effondre. La rigidité mène à la casse, quoi. Exactement. Alors que le jeu entraîne l'esprit à gérer l'incertitude, sans déclencher de panique. La flexibilité acquise par le jeu mène à l'innovation. Du coup, concrètement, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on s'autorise à jouer et comment ça aide à se concentrer sur l'essentiel? Eh bien, quand on est face à un problème complexe et qu'on ressent de la pression, le premier réflexe physiologique est lié au stress. Et le stress agit comme des œillères.
Il déclenche l'amygdale, non hein? Oui, cette petite structure en forme d'amande qui gère la peur et l'instinct primaire de survie. Quand l'amygdale s'active, elle signale une urgence vitale. Le corps se prépare à fuir ou à combattre. La respiration se raccourcit, le rythme cardiaque s'accélère, on connaît tous cette sensation. Sauf que le corollaire neurologique de ça est dévastateur pour le travail intellectuel. L'afflux d'hormones de stress désactive littéralement une autre partie du cerveau, l'hippocampe. Et c'est lui qui gère l'apprentissage et l'analyse, c'est ça? Tout à fait. La mémoire complexe, les fonctions exécutives, le cerveau transfère son énergie de la pensée rationnelle vers la réaction instinctive. C'est pour ça qu'on prend souvent de très mauvaises décisions sous pression. On est prisonnier de notre biologie, en fait. On est enfermé dans un tunnel pour assurer notre survie immédiate. Et c'est là que la magie mécanique du jeu opère. J'aime bien utiliser cette analogie. C'est comme essayer de forcer une clé dans une serrure grippée quand on est stressé. On pousse avec toute sa force musculaire, la clé se tord, les rouages se bloquent à cause de la friction. Et parfois, la clé se casse net à l'intérieur. Voilà. Et on a l'illusion de faire un travail productif parce qu'on transpire, on s'épuise. Alors que le jeu, c'est l'huile qui permet au rouage cognitif de tourner tout seul et d'ouvrir la porte naturellement. Cette métaphore de la ludification est biologiquement très juste. Dès l'instant où l'on s'engage dans une démarche ludique, le cerveau comprend qu'il n'y a plus de danger mortel. L'anxiété de l'échec disparaît. Puisque dans le jeu libre, il n'y a pas de mauvaise réponse. Exactement. L'amygdale se calme immédiatement, le cortisol diminue et la production de dopamine augmente. Ce cocktail chimique remet l'hippocampe en fonction et lubrifie les voies neuronales. L'esprit redevient capable de faire des associations d'idées improbables. D'élargir ses perspectives, quoi. Et l'histoire regorge de percées majeures réalisées dans cet état d'esprit ludique. Einstein lui-même disait que la fantaisie lui avait été plus utile que l'absorption de connaissances brutes. C'est un excellent exemple. Isaac Newton aussi. Il n'était pas en train de noircir des équations sous une pression intense au moment de conceptualiser la gravité. Il était dans un état de rêverie dans un verger, l'esprit vagabondant. Juste ouvert à l'observation d'une pomme qui tombe. Et Watson et Crick pour l'ADN, c'est pareil, non? Ah oui, c'est un de mes exemples préférés. Ils n'ont pas résolu ce mystère uniquement par le calcul mathématique pur, ils ont littéralement découpé des formes en carton représentant les bases moléculaires et ils ont joué avec sur une table. Comme des pièces de puzzle géants. Voilà. Et c'est cette manipulation tactile, sans rigidité, qui a permis à leur cerveau de visualiser la double hélice. Et on pourrait même citer Mozart, réputé pour son esprit exubérant et perpétuellement joueur dans sa composition. Donc c'est clair, la détente ludique ouvre des portes que la force brute intellectuelle ne peut pas franchir. Sachant tout cela, comment les entreprises innovantes ramènent le jeu dans le quotidien sans que ça paraisse artificiel? Parce que les ateliers obligatoires le vendredi à 16h, ça ne marchait pas. Ouais, l'enfer. Les organisations qui réussissent ont compris que le jeu doit s'infiltrer dans la culture. Prenons Dick Costolo chez Twitter. Il imposait des cours d'improvisation théâtrale à ses équipes. De l'impro? Pour des développeurs et des managers. Oui, car la mécanique repose sur le fameux « oui et ». Lorsqu'un partenaire propose une idée, aussi absurde soit-elle, on doit l'accepter et construire par-dessus. Ça force le cerveau à désactiver son filtre critique, qui est la source principale de friction. Ça entraîne biologiquement les équipes à devenir incroyablement flexibles. Il y a aussi l'environnement physique qui compte énormément. Oh oui, les signaux spatiaux. Chez Ideo, par exemple, ils font leurs réunions dans un vieux minibus Volkswagen garé en plein milieu de l'espace de travail. Et Pixar, leurs bureaux ressemblent parfois à des saloons ou sont remplis de figurines Star Wars. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est un signal fort qui désamorce la peur d'être perçu comme trop peu sérieux. Ça agit comme des soupapes de décompression. J'adore aussi l'histoire de ce bouton rouge magique posé sur le bureau d'une éditrice. Ah, le fameux bouton Easy. Ouais, chaque fois qu'une personne sortait de son bureau après avoir trouvé la solution à un problème complexe, elle tapait sur ce gros bouton en plastique et une voix électronique annonçait à tout l'étage « That was easy ». Tagé qui vient couper net la spirale de tension. Bon, mais le défi, c'est comment appliquer cela à l'échelle individuelle. Surtout si l'on ne travaille pas chez Google et qu'on ne peut pas installer un dinosaure couvert de flamants roses dans l'open space. Oui, ou si on travaille seul de chez soi. La clé, c'est une approche introspective très concrète. Il faut fouiller dans ses propres souvenirs d'enfance, autour de 8 ou 10 ans, quand l'injonction à la productivité n'existait pas encore. Et on cherche quoi exactement? On se demande quelles étaient les activités qui provoquaient une excitation à l'état pur, sans aucun souci de performance. Pour certains, c'était créer des univers en carton, pour d'autres, dessiner sans but, ou juste lancer une balle contre un mur.
L'idée, ce n'est évidemment pas de passer 3 heures à lancer une balle contre le mur du bureau au lieu de travailler. Surtout pas. L'enjeu est de retrouver l'essence de cette étincelle pour l'injecter sous forme de micro-moments. Si c'était la musique, ça peut être de jouer quelques accords sur une guitare entre deux appels difficiles, juste pour ressentir le son. Si c'était la construction, ça peut être d'organiser ses idées sur un grand tableau avec des schémas visuels sans chercher à faire un truc présentable. Exactement. Il faut délibérément concevoir des espaces temporels de gratuité totale. En s'autorisant ces moments de déconnexion ludique, on ne vole pas du temps au travail profond, on entretient la machine. On abaisse la garde de l'amygdale et on relance la neuroplasticité. Et on prépare le terrain mental pour que l'essentiel puisse émerger de la confusion ambiante. Pour résumer un peu notre échange, le jeu n'est pas l'ennemi du travail sérieux, c'est son carburant. C'est en relâchant la pression et en explorant sans but précis qu'on nettoie notre pare-brise mentale. Et avec cette vue dégagée, il devient enfin possible de discerner quelles sont les véritables priorités parmi toutes les options bruyantes de la vie moderne. C'est ça. Mais bon, ce nettoyage mental est une fondation indispensable. Mais une fois que l'esprit est débloqué, il faut pouvoir maintenir cette lucidité. Et ça demande une quantité phénoménale de ressources. Parce que même le moteur le mieux lubrifié finit par s'arrêter s'il est vidé de son énergie primaire, c'est sûr. Il va falloir protéger nos réserves physiques et mentales pour la suite. Absolument. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.